Je suis Mercedes Vollet, directeur de recherche au CNRS. Je suis spécialiste de l'architecture et de l'histoire de l'art en Égypte moderne, c'est-à-dire 19e et 20e siècle. Et puis au-delà, effectivement, je me suis beaucoup intéressé à la question de ce qu'on peut appeler, pour faire vite, l'orientalisme dans l'art et l'architecture. Si on veut définir simplement, c'est l'architecture inspirée disons, de la tradition islamique en architecture, sachant que celle-ci est très diverse puisque ça va aussi bien de l'Alhambra jusqu'au Taj Mahal en gros. Donc ça couvre une ère et des périodes très vastes de ce qu'on appelle l'architecture islamique, mais là encore, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque d'un pays à l'autre, c'est quand même extrêmement différent. Mais en tout cas, l'architecture orientaliste, c'est à un moment donné une architecture située en général en Europe, encore qu'il y a eu aussi de l'architecture orientaliste dans les pays du Moyen-Orient, mais ça c'est une autre histoire, mais en tout cas en Europe, c'est une architecture qui regarde vers l'Est à la recherche de modèles pour faire d'autres types de formes en Europe même. Alors il y a un premier événement, je dirais, majeur, qui est l'expédition d'Égypte, donc une conquête militaire, mais qui est aussi une conquête scientifique, avec une commission des arts et des lettres et des sciences qui regroupe une centaine de savants qui ont passé donc 3 ans, pas seulement à faire la guerre, mais aussi à faire des relevés. Et donc à ce moment-là, on découvre qu'il y a des maisons particulièrement belles au Caire, des mosquées particulièrement belles, et on commence à en faire des relevés. Et là, il y a tout, à partir de ce moment-là, il y a des relevés qui sont systématiquement faits quasiment tous les 10 ou 20 ans par des architectes et des archéologues qui s'intéressent donc à cette architecture qu'on connaît au fur et à mesure de mieux en mieux et donc on veut explorer de plus en plus. Je pense que ça a été un moment très marquant. Un autre moment très marquant, c'est aussi les expositions universelles, puisqu'à partir de 1867, les nations qui sont représentées dans les expositions universelles ne le sont pas uniquement par des objets, mais par de l'architecture grandeur nature. Voilà. Et donc les pavillons, puisqu'il y en a plusieurs qui sont construits par l'Égypte, par exemple en 1867, ont eu un impact considérable sur la représentation qu'on pouvait avoir de l'architecture de ce pays à ce moment-là. C'est compliqué parce que en fait, la plupart des, des grandes réalisations de l'architecture orientaliste en France n'existent pas ou n'ont jamais existé. C'est le cas par exemple de la première mosquée pour Paris, conçue par l'architecte Ambroise Baudry, donc qui est une figure très importante, donc en 1895 et qui devait se tenir sur le quai d'Orsay. Elle n'a jamais eu lieu et c'est une association qui s'appelait donc la Société pour l'œuvre de la mosquée de Paris et il a fallu attendre encore 30 ans pour qu'il y ait une mosquée construite à Paris. Donc voilà, l'architecte Ambroise Baudry et je dirais plus largement toute la société des Français qui ont vécu au Caire dans les années 1870-1880 ont joué un rôle très important pour la découverte de l'architecture islamique et la faire connaître en France. Alors soit à travers à nouveau les expositions universelles, puisqu'il y a eu des grandes expositions qui étaient organisées par exemple en 1878 par le comte Gaston de Saint-Maurice, qui était aussi un fonctionnaire du gouvernement égyptien et qui est donc a ramené pas mal d'objets pour montrer en France que pouvait être l'architecture et l'art islamique. Et il y a une autre figure très importante qui est le baron de l'Or de Gléon,
qui est aussi lié à une exposition universelle et qui lui est lié aussi à la collection des arts de l'islam du Louvre, puisque c'est lui qui a donné de l'argent à la fois pour qu'une section islamique soit créée au Louvre en 1890 de mémoire, et pour que sa collection y soit exposée. Donc c'est des gens qui donc, ont vécu au Caire pendant 10, 15 ou 20 ans, qui en ont ramené des objets et un amour de l'architecture qu'ils ont découverte sur place, hein, et du coup qui ont essayé de la faire connaître en France par des dons au musée ou par des expositions ou par des décors intérieurs, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'architecture orientaliste est peut-être d'abord des décors intérieurs que des bâtiments à proprement parler. C'est ça qui a fasciné les Français, c'est ces décors intérieurs très luxueux au fond, euh, qui dataient du 15e et 16e siècle en Égypte. Alors l'influence, donc je vous l'ai dit, elle a été un moment relativement éphémère puisque beaucoup de ces réalisations n'ont plus existé, et ça c'est intéressant à noter, puisque d'une certaine manière au XIXe siècle on était beaucoup plus intéressé par ces questions-là que pendant le XXe siècle, donc ça c'est intéressant. Ça a laissé quand même pas mal de traces. Par exemple, le premier hammam qui a été créé à Paris en 1875, ça c'est un effet direct aussi de cette découverte de l'architecture orientaliste, qui du coup n'est pas simplement un rapport à la pierre ou au bâtiment, mais aussi à des pratiques corporelles différentes. Et le hammam de la rue des Mathurins, donc dans le 8e arrondissement, a été longtemps un endroit très très important. Voilà, puis après il y a eu le hammam de la Grande Mosquée de Paris qui a aussi été. Donc ça, je pense que c'est une influence très, très importante. Après, plus largement en Europe, il est intéressant de noter que d'abord les pavillons d'exposition universelle ont souvent été démontés après les expositions et remontés ailleurs. Donc par exemple en Allemagne, il y a le pavillon de l'Égypte, non, pas le pavillon de l'Égypte, le pavillon de la Prusse, qui était néo-islamique à l'exposition de 1867, a été remonté dans un des châteaux de Ludwig II de Bavière, de même que d'ailleurs un pavillon marocain. Donc à travers ce remontage et ce transport des pavillons, le pavillon des Indes par exemple de l'exposition de 1878, qui aujourd'hui peut se visiter à Courbevoie, donc voilà, il y a eu déjà ce remontage de pavillons un peu partout en Europe, et puis des bâtiments très emblématiques, comme par exemple l'hôtel de ville de Sarajevo, qui est un bâtiment en fait inspiré de l'architecture égyptienne. C'est presque l'image, l'icône de la ville de Sarajevo, construite par des architectes austro-hongrois à la fin du XIXe siècle, et qui est effectivement l'image même de la ville, donc une image de syncrétisme aussi, puisque une des définitions de l'architecture islamique, c'est aussi son interculturalité et sa capacité à s'inspirer de beaucoup de traditions culturelles différentes. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, on a oublié finalement cette passion et même cette connaissance très pointue et très approfondie de l'architecture islamique. Alors j'ai parlé essentiellement de l'Égypte, mais on pourrait aussi parler de l'Alhambra. Donc une connaissance extrêmement poussée, des grands volumes que tout le monde voulait avoir chez soi, donc vraiment un intérêt très fort, des visites systématiques, hein, et puis au fond, au XXe siècle, un oubli progressif, au point que, effectivement, au début du XXIe siècle, on a complètement oublié cet extraordinaire intérêt pour l'architecture de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça serait bien, effectivement, peut-être de revenir à cette découverte, d'en comprendre l'intérêt, comment ça s'est passé et quel a été son retentissement au sein de la société européenne. Peut-être que ça pourrait nous faire changer d'avis effectivement sur la place de l'islam en Europe.